Il est 13 h à Tel Aviv, c'est le journal. Bonjour à tous. À la une de l'actualité ce dimanche, Israël ne décolère pas. Laurent Fabius veut une conférence de paix, mais menace de reconnaître l'État palestinien en cas d'échec. Qui a raison, qui a tort? C'est le dossier de cette édition Décryptage dans un instant. Et puis ce nouvel attentat en Israël, un Palestinien a ouvert le feu il y a moins de 2 heures maintenant sur une patrouille militaire. Bilan, 3 blessés, dont 2 dans un état grave. Hier, un autre attentat au couteau a fait un blessé au cœur de la vieille ville de Jérusalem. On parle également dans ce journal de cette enquête hors norme par sa nature et son ampleur. Un sondage réalisé en France sur 18 mois. La question, comment sont perçues les communautés juives et musulmanes dans le pays? Le résultat est édifiant. Un tiers des Français considèrent par exemple qu'une situation raciste peut se justifier. Et puis à vos marques, prêts, partez. Coup d'envoi des primaires à l'élection présidentielle américaine dans moins de 24 heures. La frénésie électorale a gagné l'Iowa. Premier État à se prononcer et les outsiders d'un côté comme de l'autre pourraient cette fois marquer l'histoire américaine. Bienvenue à tous. C'est donc un appel qui passe mal en Israël. Laurent Fabius prépare une conférence internationale pour relancer le processus de paix israélo-palestinien. Une initiative accompagnée d'une menace. En cas d'échec, la France reconnaîtra l'État palestinien. Chloé Demoulin. Cela fait des semaines qu'il prépare le terrain en coulisses. Laurent Fabius a annoncé vendredi que la France prévoyait une conférence internationale afin de relancer le processus de paix entre Israéliens et Palestiniens. Pour le chef de la diplomatie française, il faut absolument faire aboutir la solution à 2 États et de prévenir, en cas d'échec, la France prendra ses responsabilités et reconnaîtra l'État palestinien. Côté palestinien, justement, la nouvelle a été saluée et accueillie à bras ouverts. Côté israélien, en revanche, les tractations s'annoncent d'ores et déjà compliquées. En haut lieu, l'initiative française a immédiatement été rejetée. Motif, menacer de reconnaître l'État palestinien en cas d'échec reviendrait en fait à inciter les Palestiniens à ne pas négocier. Plus tôt dans la semaine, le Premier ministre israélien avait déjà réagi vivement à des propos tenus par le secrétaire général de l'ONU. Il lui avait reproché d'encourager le terrorisme en dénonçant la colonisation en Cisjordanie. Pour éviter notamment ce type de polémique, la Maison-Blanche, elle, plaide plutôt pour la reprise de négociations bilatérales. Pas persuadée que l'organisation d'une conférence internationale sous les feux des médias soit la meilleure solution pour apaiser les 2 parties. Et dès l'annonce de Laurent Fabius, les réactions se sont enchaînées côté israélien et côté palestinien. Vous allez le voir, le ton n'est pas franchement le même. Laura Duhamel. En Israël et dans les territoires palestiniens, la déclaration a fait mouche. Alors que le processus de paix est au point mort depuis plus d'1 an, l'annonce du chef de la diplomatie française suscite de vives réactions. Car Laurent Fabius a prévenu. Si cette initiative aboutit comme les précédentes à une impasse, la France reconnaîtra un État palestinien. Une potentialité qui a évidemment ravi le chef de l'autorité palestinienne. De son côté, Saeb Erekat, numéro 2 de l'Organisation de libération de la Palestine et négociateur en chef avec Israël, a lui aussi salué l'annonce française. Nous saluons les déclarations de M. Fabius. Nous pensons que la guerre contre la terreur doit réussir, mais nous ne pouvons pas assurer cela sans contrepartie, sans la fin d'une occupation israélienne et de l'établissement d'un État palestinien au sein des frontières de 1967 avec Jérusalem-Est pour capitale. À Gaza, par contre, peu importe l'ouverture de nouvelles négociations, on se prépare déjà à la prochaine guerre avec Israël. Ici, à l'est de la ville de Gaza, les héros des souterrains construisent des tunnels et à l'ouest de Gaza, les héros testent les roquettes tous les jours et tous les matins. Ils se préparent en permanence dans les airs, au sol, en mer et sous terre. Quant à Israël, le gouvernement de Benyamin Netanyahou a salué avec froideur la déclaration française. Selon un responsable gouvernemental israélien qui a souhaité rester anonyme, cette déclaration mène à une impasse. L'opposition porte également un jugement très sévère sur cette initiative. Quand Israël est bloqué sans projet, le monde fait pression, la France aussi. La seule façon de se libérer de cette pression est de venir avec un projet israélien. Pour l'heure, le contexte est pour le moins morose. Une grande partie de la classe politique israélienne considère qu'il n'existe pas de partenaire viable pour négocier. Quant à Mahmoud Abbas, qui devrait bientôt fêter ses 81 ans, il ne semble pas en mesure d'imposer à son peuple les concessions douloureuses qu'exigerait un tel accord.
Et il y a quelques instants, sur notre plateau, Avi Pazner, il était ambassadeur d'Israël en France. Je vous propose d'écouter sa réaction. On dit aux Palestiniens, venez négocier, ne négociez pas, on reconnaîtra votre État. Donc, c'est une initiative qui est complètement négative. Mais maintenant, est-ce que la réponse israélienne était intelligente? Est-ce qu'Israël doit toujours dire non, on ne vient pas? Moi, si j'étais conseiller du Premier ministre, comme je l'étais dans le temps, j'aurais dit, il faut dire oui, mais cette conférence n'a aucun droit d'exister, n'a aucune possibilité d'aboutir à quelque chose, sauf à la reconnaissance d'un État palestinien. Mais il faut qu'Israël joue le jeu diplomatique. Il ne faut pas crier non sur tous les toits, ok? Il ne faut pas s'isoler. Voilà, et pendant ce temps, la violence se poursuit en Israël. Un Palestinien a ouvert le feu il y a maintenant 2 heures sur une patrouille militaire israélienne. Bilan, 3 blessés, dont 2 dans un état grave. Mathias Inbar, vous nous en dites plus. Oui, et désormais on connaît l'identité du terroriste. Il a 34 ans et c'est surtout un policier de l'autorité palestinienne qui a profité du fait qu'il soit en plus le chauffeur du procureur de l'autorité palestinienne à Ramallah pour s'avancer vers le point de passage, ce qu'on appelle VIP, c'est-à-dire uniquement les juges, les policiers et les ministres de l'autorité palestinienne qui ont le droit de sortir de Ramallah. Ce point de passage jouxte la localité de Bethel entre Ramallah et la route 60 qui traverse toute la Cisjordanie. Il a donc profité de ce laisser-passer pour s'avancer du côté des soldats et leur tirer à bout portant avec un revolver, son revolver personnel qu'il détient en tant que policier de l'autorité palestinienne, blessant donc grièvement 2 soldats, blessant plus légèrement un 3e. Il a immédiatement été tué. Ce qui doit surtout nous inquiéter, Barbara, c'est son message Facebook qu'il a posté une demi-heure avant de commettre l'acte. Ici, il y a beaucoup de vies et de morts. Peut-être que je suis le prochain. Voilà les terroristes à l'ère 2.0. Voilà, terroriste, policier de l'autorité palestinienne. Information inquiétante, c'est l'information de cette matinée. Vous restez avec nous, Mathias, parce qu'on parle de cet autre attentat. C'était hier, attentat cette fois au couteau en plein cœur de Jérusalem, dans la vieille ville. Plusieurs semaines déjà que la porte de Damas n'avait pas connu une telle attaque. Mais les sirènes ont de nouveau retenti aux abords de la vieille ville de Jérusalem ce samedi après-midi. Au moment où 2 Israéliens reviennent de leur prière au mur occidental, 2 adolescents palestiniens les attaquent. L'un des Israéliens est alors blessé au dos. Les 2 terroristes, eux, prennent immédiatement la fuite. Le blessé s'avère être un nouvel immigrant provenance des États-Unis, âgé de 17 ans. Cela fait 1 mois qu'il a posé ses valises en Israël. Ici, photographié de dos avec son pansement, il a déclaré rêver de porter l'uniforme de l'armée israélienne. Quant aux terroristes, l'un d'entre eux, ici filmé par l'une des caméras de surveillance, s'est rendu de lui-même ce samedi soir aux forces de sécurité israéliennes. Il est âgé de 16 ans et demi et viendrait des quartiers palestiniens de Jérusalem. Le 2e assaillant est toujours en fuite. Alors vous l'avez dit, Mathias, ce très jeune terroriste d'ailleurs s'est rendu de son propre chef. C'est un fait assez inhabituel. Oui, c'est assez inhabituel, plutôt rare d'ailleurs, presque du jamais vu dans cette intifada des couteaux qui sévit en Israël depuis octobre. Alors pourquoi il s'est rendu? Tout simplement parce que, je viens de le dire, il a été photographié, il se savait traqué et donc par les forces de police et par la police des frontières dans ce petit périmètre des quartiers palestiniens de Jérusalem. Il a préféré se rendre plutôt que de voir débarquer finalement des dizaines de policiers chez lui. Le 2e terroriste est toujours en fuite. Ce que l'on sait, c'est qu'une information qui vient de nous parvenir il y a quelques instants, un autre Palestinien de 12 ans à peine a été arrêté par les forces de police parce que lui connaîtrait exactement l'endroit où se trouve le 2e terroriste qui a poignardé donc cet américano-israélien de 17 ans. Pourquoi dans cette vieille ville de Jérusalem? Pourquoi principalement dans cette porte de Damas? Parce qu'il y a une promiscuité des lieux, il y a surtout 2 populations qui se côtoient au quotidien. Voilà, le terrorisme qui ne connaît pas de répit en Israël. Merci Mathias. En France, l'actualité, c'est aussi cette manif. Malgré la pluie, ils ont battu le pavé. Ils étaient quelques milliers de personnes à Paris, des centaines dans d'autres villes du pays. Manifestation contre l'état d'urgence, alors que 4 Français sur 5 restent très largement en faveur de cette mesure exceptionnelle. Julia Garancia.
Levez l'état d'urgence! Le message est clair. Les manifestants battent le pavé pour dénoncer le projet de déchéance de nationalité et l'état d'urgence en France. À quelques jours de l'examen par le Parlement d'un projet de loi, la pression monte. L'appel a été lancé par un collectif d'ONG dont la Ligue des droits de l'homme et plusieurs syndicats. Dans la rue, ces Parisiens sont déterminés. C'est pas en changeant un texte, un article de la Constitution qu'on va faire taire les terroristes. Ça n'a aucun rapport. En fait. C'est un aveu d'impuissance, un réflexe de quelqu'un qui ne sait plus où il en est. 3000 perquisitions, 400 assignés à résidence pour seulement 4 enquêtes pour terrorisme et dont une seule a été concluante. En fait, en termes d'efficacité, c'est absolument pourri et on aurait pu le faire, on avait les moyens de le faire sans le dispositif état d'urgence, tout ça. Pourtant, 4 Français sur 5 sont favorables à une nouvelle prolongation de 3 mois de l'état d'urgence, selon un sondage IFOP pour Atlantico. Pas de quoi démoraliser ces manifestants. Trempés mais souriants, de la place de la République à celle du Palais Royal, le cortège a rassemblé 5000 personnes selon la police, 20 000 selon les organisateurs. Et derrière une banderole du parti de gauche, Jean-Luc Mélenchon, pour qui le dispositif de sécurité fait reculer les libertés collectives. Et non seulement la menace terroriste ne justifie pas l'état d'urgence, mais c'est l'inverse. C'est que précisément comme il y a des terroristes, il faut adapter, il faut que notre démocratie, la réplique, ce soit notre démocratie plus vivante que jamais. 2 militaires en civil et hors service ont été agressés par une vingtaine de personnes en marge de la manifestation. L'enquête doit déterminer s'ils ont été visés en raison de leur qualité de militaires ou s'ils ont pu être pris pour des militants d'extrême droite. Le prochain rassemblement parisien est prévu devant l'Assemblée nationale vendredi 5 février, le jour du début de l'examen du projet de révision constitutionnelle. C'est une première dans la guerre psychologique que mène Daesh contre la France. Un djihadiste blond et francophone apparaît dans une nouvelle vidéo de propagande du groupe État islamique. Pendant près de 8 minutes, on y voit 5 hommes exécutés d'une balle dans la tête, 5 prisonniers, tous en tenue orange, présentés comme des espions. Le djihadiste, parlant en français, dont les mèches blondes dépassent d'une cagoule, évoque des ennemis de Daesh en pleine débâcle et les prévient de s'attendre à quelque chose, je cite, qui leur fera oublier le 11 septembre et les attentats de Paris. On en vient à cette enquête, une enquête hors norme par sa nature et son ampleur. C'est la Fondation du judaïsme français qui l'a commandée à l'Ipsos, un sondage réalisé sur 18 mois. Son objet, le vivre ensemble. Lise Barenbaum. Oui, c'est une enquête qui a été menée depuis juillet 2014, donc avant les attentats de Charlie Hebdo, de l'Hypercacher et de novembre. Et au programme de sondage, on a tous les sujets sensibles du moment, religion, racisme, antisémitisme, terrorisme. Mais la grande particularité de cette étude, c'est qu'elle donne la parole aux juifs et aux musulmans désignés comme tels, alors que d'habitude la France refuse de découper sa population en catégories ethnico-religieuses. Mais pour le directeur de l'Institut, Brice Teinturier, il était important pour avoir un échantillon le moins biaisé possible que les gens qui sont interviewés se définissent comme eux ils le pensent, c'est-à-dire avec les critères qu'ils retiennent eux-mêmes, religieux, culturels ou familiaux. Voilà, et après 18 mois d'enquête, donc des résultats assez inquiétants. Oui, une France assez méfiante. Un tiers des Français considèrent qu'une situation raciste peut se justifier. Un juif sur 10 dit qu'il a été agressé physiquement. Côté musulman, 41% des personnes disent avoir essuyé personnellement des remarques ou des insultes. Ariel Goldman, le président de la Fondation du judaïsme français, qui a commandé ce sondage, dit qu'il a hésité avant de rendre les résultats publics. Il dit aussi que cette étude n'est ni accusatrice ni généraliste. Elle montre seulement les maux dont souffre la société française. Voilà, une France méfiante par les mots. Et puis il y a eu les actes, on le sait, 2015, les attentats. Oui, selon un rapport de la délégation interministérielle à la lutte contre le racisme et l'antisémitisme, les actes xénophobes ont augmenté de 22% en 2015. Au total, 2032. On franchit donc la barre symbolique des 2000 actes par an qui n'avaient jamais été franchis en France. Les violences antisémites sont à un très haut niveau, 806 actes et menaces recensées. Les violences anti-musulmanes ont été triplées pour atteindre 429 au total. Il ne faut pas oublier que les cimetières chrétiens et les lieux de culte chrétiens ont été touchés aussi, 810 atteintes en 2015. Voilà pour le climat en France. Merci Alice pour ces précisions. Ce feuilleton à présent, il se déroule sous nos yeux et en direct. On parle du cargo Modern Express qui est toujours ce dimanche à la dérive dans le golfe de Gascogne. Impossible de remorquer cet énorme cargo à cause de la météo et les autorités sont lancées dans une course contre la montre. Gabriel Nola. Le Modern Express est toujours à la dérive.
À une centaine de kilomètres des côtes de la Gironde, le cargo immatriculé au Panama est incliné à 50 degrés depuis mardi. Impossible pour les équipes de secours maritimes françaises de le remorquer. Des bateaux remorqueurs espagnols ont été envoyés, mais la mauvaise météo complique les opérations. Des vents violents et une forte houle ont rendu les tentatives caduques. Les 22 membres d'équipage ont quant à eux été évacués par hélicoptère après avoir émis un signal de détresse. Les causes du chavirage restent encore à déterminer. Les experts maritimes avancent pour l'instant la thèse d'un désarrimage des cargaisons, c'est-à-dire que les marchandises se seraient décrochées et auraient ainsi déséquilibré le cargo. À son bord, 3600 tonnes de bois, mais surtout 360 tonnes de fioul de propulsion. Un bateau de dépollution a été dépêché en prévision, mais pour l'instant, pas de traces de pénétration de l'eau dans le bâtiment et pas de risque imminent non plus que le cargo atteigne les côtes. La préfecture maritime de l'Atlantique a indiqué vouloir attendre une fenêtre météo pour renouveler la tentative de remorquage. Il est 13h16 précisément à Tel Aviv, c'est le journal. Merci d'être avec nous sur I24, l'essentiel avec vous, Eleonore Veil. Et oui, Barbara, a commencé par cette vague de violence qui n'en finit pas en Israël et en Cisjordanie. Une fusillade a éclaté ce matin dans la localité de Beit El. En Cisjordanie, donc, on parle de 3 soldats israéliens blessés, dont 2 toujours grièvement. Le terroriste palestinien, lui, était abattu par les forces de l'ordre sur place. Faut-il envoyer des troupes pour tenter de mettre fin à la vague de violence au Burundi? C'est cette question qui est au cœur du sommet de l'Union africaine qui prend fin aujourd'hui. Une question qui divise les représentants des pays présents alors que de sérieux soupçons sur des massacres de masse pèsent sur ce pays. Le match a commencé et c'est Novak Djokovic qui mène avec 2-7 contre Andy Murray. C'est la 4e fois que le numéro 1 et 2 mondiaux s'affrontent sur une finale de l'Open d'Australie. Djokovic mène donc largement contre Murray et devrait logiquement remporter ce match. Voilà pour les titres. Merci Eleonore. Tout de suite, un coup d'œil à la météo ce dimanche. Pour eux, c'est oui, réunis dans une salle de l'Assemblée nationale hier à Paris, l'aile gauche du Parti socialiste a adopté à l'unanimité un appel à des primaires citoyennes de la gauche. Christiane Taubira, qui est désormais une femme libre, pourrait être leur nouveau chantre. En attendant, elle a été accueillie comme une rockstar à New York. Léa Berdugo. Faire l'inventaire du quinquennat, produire un grand événement démocratique, tels sont les objectifs d'une primaire selon les frondeurs. Les dirigeants de l'aile gauche du PS ont voté samedi un texte à l'unanimité. Ils appellent à l'organisation d'une consultation pour élire le prochain candidat de la gauche en 2017. Le 11 janvier dernier, intellectuels et écologistes s'étaient déjà prononcés dans Libération pour l'organisation d'une primaire. Ils tiendront leur prochaine consultation mercredi. Du côté d'Europe Écologie Les Verts et du Parti communiste, les dirigeants se prononcent en faveur d'une primaire. Le PCF organise dans ce sens son premier lundi de gauche, porte ouverte pour 2017. Le débat pourrait également s'inviter dimanche prochain lors d'une réunion des secrétaires de section du PS autour du premier secrétaire du parti, Jean-Christophe Cambadélis, qui avait laissé la porte ouverte à des primaires, à condition qu'elles concernent tout le spectre à gauche, de Macron à Mélenchon. Le cofondateur du parti de gauche refuse a priori d'y participer, mais selon le texte voté par la motion B, chacun a le droit d'y concourir. Pour ces primaires donc, un leader manque toujours à l'appel. L'ancienne ministre de la Justice, Christiane Taubira, a déclaré qu'elle n'y participerait pas. Ovationnée par les frondeurs, elle l'a également été ce samedi par les étudiants de l'université de New York. Son programme pour l'avenir reste encore inconnu.
Autre primaire, bel et bien réelle, celle-là, ça se passe aux États-Unis, c'est désormais une tradition. Les électeurs de l'Iowa sont les premiers à s'exprimer. C'est ce petit État qui lance donc la course à la primaire. Dans moins de 24 heures, ils votent pour élire les représentants démocrates et républicains à la présidentielle. Gabriel Nolin. Le caucus de l'Iowa est une étape majeure des primaires pour l'élection présidentielle. Le but pour les candidats, convaincre les derniers indécis. Ils ont jusqu'à lundi, début du vote pour le faire. Une campagne donc menée jusqu'à la dernière minute. Et le milliardaire républicain Donald Trump, en tête dans les sondages, n'est pas en reste. Si nous pouvons gagner ici, si nous gagnons en Iowa, tout le monde va en parler. Pour la première fois, nous pourrions tout remporter. C'est tellement important. Et je dois vous le dire, parce que j'ai beaucoup d'amour. Et j'ai tellement d'amis ici. Je viens ici souvent. J'adore ça. Le démocrate Bernie Sanders, autre candidat à avoir fait une montée inattendue, part à l'assaut des campus universitaires et appelle à une révolution politique. Les tout premiers sondages ici en Iowa nous plaçaient derrière la secrétaire Clinton de 50 ou 60 points aujourd'hui. 9 mois plus tard, la course est pratiquement à égalité. D'autres font appel aux plus proches fidèles et soutiens. C'est le cas d'Hillary Clinton. C'est une incarnation du changement. La seule personne qualifiée avec une connaissance des questions économiques et sociales, des questions politiques et de sécurité nationale. Une campagne qui montre déjà les enjeux et les tendances des différents candidats. Dans sa stratégie de critique des médias, le républicain Donald Trump avait décidé de boycotter le dernier débat de son parti jeudi pour tenir à la place son propre meeting. Un coup de publicité réussi. Je trouve ça génial, ce mec est malin. Pourquoi donner à ses adversaires des munitions et rester immobile et les laisser le descendre? Il n'en avait pas besoin, il a gagné les précédents débats. C'est un homme très intelligent et je le soutiens à fond. Le caucus de l'Iowa est très suivi par les médias. Il marque vraiment le coup d'envoi de l'année électorale américaine et donne la tendance des votes en début de course. Dans l'actualité de ce dimanche, ces drames qui s'enchaînent et se ressemblent alors que des migrants tentaient d'atteindre l'île grecque de Lesbos depuis la Turquie. Eh bien, leur bateau a chaviré en mer Égée. Hier, le bilan a été revu à la hausse ce dimanche. Le naufrage aurait fait au moins 37 morts, dont des femmes et des enfants. Et la solution de cette crise est sans doute à sa source en Syrie. Mais la fin de cette guerre civile semble difficile à imaginer. Des pourparlers pour la paix dans le pays ont démarré à Genève ce matin. Mais à peine arrivée, l'opposition syrienne a déjà menacé de quitter la table des discussions. Restera pas, rien n'est sûr. À peine arrivée à Genève, la principale coalition des opposants au régime syrien, le Haut Comité aux négociations, menace de quitter les discussions si Damas poursuit les sièges et les bombardements. Des discussions pour la paix en Syrie. Réunie à Riyad, l'opposition syrienne, soutenue notamment par l'Arabie Saoudite et la Turquie, avait initialement boycotté l'ouverture de ces pourparlers. Elle refusait d'entamer les négociations tant que les bombardements de civils et les sièges avaient lieu. C'est important pour nous. C'est important d'arrêter ces massacres. Vous savez, notre peuple, nos enfants se font tuer par les tirs aériens russes ou en mourant de faim. Nous sommes ici pour arrêter tout cela. Ensuite, nous irons négocier. Demain, nous allons rencontrer M. de Mistura et discuter de ces sujets. Et nous verrons. Demain, nous vous dirons ce qui va se passer. Mais après 4 jours d'hésitation, elle avait finalement accepté de participer aux discussions. Mais changement de dernière minute... L'opposition refuse de communiquer par l'intermédiaire des émissaires prévus à cet effet, avec le régime de Damas installé dans une autre pièce. Les Nations Unies appellent à trouver une solution concrète pour l'avenir de la Syrie. La question est évidemment sur un cessez-le-feu. C'est quelque chose que nous visons en dehors des discussions de fond sur l'avenir de la Syrie. Et pour ça, nous avons besoin de 2 interlocuteurs. La rencontre doit traiter des questions humanitaires, mais aussi de la mise en place d'une autorité de transition politique, ainsi que de l'organisation d'élections d'ici à la mi-2017. Des thèmes qui sont loin de faire l'unanimité. Le sera réservé à Bachar el-Assad, notamment, reste un gros point de contentieux. Les négociations sont prévues pour durer 6 mois. Les tensions entre les différents pays acteurs dans la région ajoutent encore aux difficultés. La Turquie vient d'accuser la Russie d'avoir violé son espace aérien, un geste qualifié de mensonge et de propagande par Moscou. Il y a 2 mois, Ankara avait abattu un avion militaire russe qui survolait son territoire.
Ces images à présent, la manif pour tous à l'italienne. Vous allez le voir, ils étaient des dizaines de milliers d'Italiens manifestés hier. Ça s'est passé dans le centre de Rome. Ce qu'ils exigent, eh bien, que le gouvernement renonce à leur projet de loi pour le mariage et l'adoption pour les couples de même sexe. Voilà, pour ces drapeaux italiens et cette manif qui s'est jouée hier. À suivre, dans le journal, on se plonge dans ce monde extrêmement riche qu'est la bande dessinée. Le festival d'Angoulême s'est clos. On va s'intéresser au palmarès. On s'intéresse également à un album en particulier. Ça s'appelle Une étoile tranquille et ça revient sur la vie de Primo Levi. On se retrouve dans moins de 5 minutes.